OK. Alors, ben, bonjour et bonsoir selon les gens qui sont présents dans la salle. Alors, donc, ce petit webinaire sur le module sur les sous-personnalités psycho-énergétiques associées au chakra. Donc, on avait vu dans le module précédent, le module 4 de la formation personnelle, comment faire des lectures intuitives sur soi à partir des chakras. On avait appris aussi à faire des soins sur les chakras. On avait constaté qu'il y avait plusieurs techniques, hein. Je vais simplement faire un court rappel. Donc, la première technique qu'on avait observée, c'était l'ouverture-fermeture d'un chakra, qui permettait donc d'évaluer de quelle façon notre chakra, de quelle façon qu'on avait une conscience du chakra en question, hein. Si on est capable d'ouvrir et de fermer le chakra, c'est donc dire qu'on a une bonne conscience de celui-ci et qu'il est donc dans une position de bonne réceptivité avec l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. C'est un peu cette technique-là qui permettait de déterminer notre degré d'ouverture ou de fermeture envers l'énergie tellurique et cosmique. Plus le mouvement d'ouverture et de fermeture est ample, mais plus évidemment on a une bonne réceptivité aux énergies telluriques et cosmiques. Et ça, c'était donc une première information qu'on pouvait aller chercher. Donc, on pouvait se faire un soin pour commencer. La technique d'ouverture et fermeture est un soin. Mais évidemment, on avait constaté qu'il était possible d'ajouter le décodage intuitif et la déprogrammation pour finalement arriver à déterminer pourquoi justement qu'un chakra peut être plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé. Et évidemment, on a compris que cette ouverture, cette fermeture-là pouvait être modifiée par des actions thérapeutiques que l'on pouvait effectuer par le biais du décollage intuitif, de la déprogrammation et des soins associés au chakra. Donc ça, c'était pour l'ouverture et la fermeture. Après avoir ouvert donc le chakra, on allait ensuite amener donc de la vitamine, pourrait-on dire, donc de l'énergie, de la couleur qui est associée au chakra. Alors, pour chacun des chakras, on avait déterminé qu'il y avait une couleur. On a compris aussi que dans la déprogrammation, il était possible de donner au chakra la couleur qui lui était essentielle, qu'il demandait. Donc, on comprenait ici que on a quelque chose de figé quand on dit que chaque chakra a une couleur qui lui est propre, comme le chakra racine a la couleur rouge. Mais on avait compris que dans le travail intuitif, quand on travaille sur le chakra racine, qui est associé à la couleur rouge, il était possible que ce chakra-là nous dise, ben moi j'ai besoin de bleu, par exemple, qui serait relié donc au chakra de la gorge. Donc on comprenait ici que à ce moment-là, évidemment, le travail que l'on effectuait sur le chakra racine, ben évidemment, on savait que c'était la couleur rouge qui lui était associée d'une façon classique, mais évidemment, quand on comprend qu'il y a d'autres couleurs qui sont associées au chakra et qui sont demandées, c'est souvent parce qu'il y a comme une chaîne, une genre d'interrelation qui existe entre le chakra racine et le chakra de la gorge, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, cette relation-là, bien évidemment, on peut arriver à faire un travail de questionnement par la suite pour arriver à l'approfondir. Oui, bonjour Lydie. Alors, donc, c'était ça, c'était la deuxième étape qu'on avait pu voir. Donc, il y avait mettre de la couleur dans un chakra. Ensuite, il y avait la circulation rotatoire qui nous permettait de pouvoir justement évaluer le mouvement centripète et centrifuge d'un chakra. Le mouvement centripète qui a tendance à faire ceci, hein, qui se contracte vers l'intérieur, et le centrifuge qui tend à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il se répand vers l'extérieur. Alors, c'est deux mouvements essentiels. Donc, la contraction, c'est lorsqu'on a besoin d'absorber de l'énergie. Et le centrifuge, c'est quand on a effectivement besoin davantage de dépenser de l'énergie. Donc, le chakra a ces deux mouvements-là. Selon les besoins des situations de la vie, il va s'activer soit dans un mouvement centrifuge ou centripète. Alors, ça aussi, ça avait des raisons d'être. Donc, on pouvait utiliser donc, le soin, mais on pouvait également combiner le soin avec le décodage intuitif et la déprogrammation pour parvenir à faire une technique, un soin encore plus intéressant concernant cette technique-là des chakras. Après ça, on constatait que les chakras, bon, là, on avait développé trois techniques qui étaient vraiment associées à un chakra. Là, ensuite, on avait proposé des techniques qui étaient davantage en relation avec les autres chakras, c'est-à-dire qu'on constatait qu'un chakra est en étroite relation avec les autres chakras. On ne peut pas diviser un chakra des autres véritablement. Donc, on avait développé le mouvement descendant et ascendant, le mouvement descendant qui descendait du chakra vers le bas et le mouvement ascendant qui partait du chakra pour remonter vers le haut. Alors, c'était deux façons, encore une fois, d'évaluer les interrelations qui peuvent exister entre le chakra sur lequel on faisait le soin et les autres chakras. On constatait que selon l'endroit où on se situait, bien évidemment, notre corps allait réagir dans certains endroits du corps, dans certains chakras. Et encore là, on pouvait constater que notre cœur, par exemple, pouvait avoir un mouvement descendant qui était relativement équilibré jusqu'à ce qu'on arrive au chakra racine, par exemple, où là, on constatait qu'il y avait à ce moment-là un désordre qui pouvait apparaître. Alors, vous voyez, c'est des choses qu'on pouvait donc observer. Excusez-moi, je vais juste fermer le Skype que j'avais oublié de fermer. Donc, voilà. Donc, ça, c'était
donc un autre élément qui était fort important, le mouvement descendant et ascendant des chakras, qui nous permettait donc de commencer à comprendre que les 7 chakras sont 7 niveaux de conscience qui sont en étroite relation et qui se supportent mutuellement et qui font que la colonne vertébrale, finalement, va être supportée par cette structure énergétique-là, permettant vraiment à ce qu'il y ait un équilibre qui puisse se faire. Donc, c'était ça qui était certainement intéressant avec le mouvement ascendant et descendant. Puis après ça, on avait vu la circulation entre les axes, qui était finalement donc le chakra racine. Excusez-moi. Chakra racine et chakra couronne. Il y avait également le chakra sacré et chakra de la gorge, et le chakra solaire et chakra du cœur, qui étaient donc associés à ces axes-là. Il y avait le cœur et le chakra frontal. Je vais prendre une petite pause, si vous voulez bien. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et j'ai la bouche sèche. Je reviens, ça ne sera pas très long. Bon, nous revoilà, excusez-moi. Donc, alors ce que je disais, c'est qu'il y avait donc la circulation entre les axes, qui était un autre élément intéressant. Ça permettait de voir la complémentarité entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Ça nous permettait donc de vraiment voir ces deux aspects-là. Les chakras donc plus en relation avec la Terre et les chakras plus en relation avec la spiritualité. De quelle façon qu'il y avait une complémentarité qui existait entre chacun des chakras. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait vu dans le module 4 sur les chakras. Et dans le module 5, et vous l'avez sans doute compris, c'est un module qui amène, en fin de compte, qui reprend ces mêmes techniques-là, mais avec un regard différent. Ce regard différent-là, il peut être assez intéressant parce qu'il permet de multiplier, en fin de compte, notre perception dans notre propre champ. Dans le module 4, on avait appris donc à constater qu'une personne pouvait avoir 7 chakras et on pouvait faire un soin sur chacun d'eux. Et ça nous permettait donc de pouvoir comprendre la personne par le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Et on pouvait donc équilibrer la personne en plus, donc c'est quand même assez intéressant. Et quand on est arrivé donc avec le module 5, on a constaté que cette perception qu'on peut avoir des chakras d'une personne pouvait se démultiplier. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler avec ce qu'on appelle la multiconscience thérapie, qui faisait qu'on pouvait finalement constater que moi, je pourrais travailler sur une facette de moi qui pourrait être donc une limitation que j'ai, par exemple le colérique en moi, et je pourrais constater qu'en travaillant sur le colérique en moi, qui aurait donc une structure distincte de la mienne, mais qui aurait une structure de chakra distincte de la mienne, sur lequel je pourrais faire un travail sur les chakras de la même façon qu'on l'a fait dans le module 4. On pourrait faire un équilibre des chakras de cette structure-là, de cette partie-là de moi, qui est la partie colérique. Et je pourrais constater que dans la partie colérique, il pourrait y avoir une autre conscience qui, par exemple, pourrait se retrouver dans le chakra racine. Et cette autre conscience-là pourrait être associée, par exemple, à une autre psychologie, par exemple, que derrière cette colère-là, dans le chakra racine, se cache un sentiment de victime. Et dans cette victime-là, bien évidemment, je pourrais travailler sur la victime qui aurait également cette chakra. Donc là, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer un petit peu la complexité que ça peut créer. Et l'intérêt aussi, puisque ça nous amène justement à prendre conscience que on n'est pas simplement qu'un être humain ayant qu'une conscience bien délimitée. On a souvent cette tendance-là, quelque part, à croire qu'on est simplement un être finalement unique. Mais quand on commence à voyager dans les champs de conscience, on comprend quelque part que dans notre propre champ d'énergie, on a plusieurs niveaux de conscience, on a plusieurs sous-personnalités. C'est un thème que je vous avais présenté dans ce module 5-là. Et ces sous-personnalités-là, effectivement, peuvent donc nous amener à faire un travail sur plusieurs facettes de soi, sur des aspects psychologiques et émotionnels plus particuliers, qui vont être davantage associés à ce qu'on appellerait les sous-personnalités limitatives, c'est-à-dire que les sous-personnalités limitatives, ce sont des comportements limitatifs
qui m'empêchent d'évoluer. Par exemple, le colérique dont je parlais tout à l'heure pourrait être, je voudrais travailler sur lui parce que je constate que dans mon travail, dans mon milieu professionnel, cette dimension-là m'empêche de pouvoir évoluer dans ma tâche professionnelle, de développer, de gravir des échelons, etc. Donc ça serait vraiment une sous-personnalité limitative qui me limite et qui m'empêche d'évoluer. L'autre verset des sous-personnalités sur lesquelles on peut travailler, c'est les sous-personnalités expansives ou évolutives, qui sont évidemment des comportements qui sont en accord davantage avec moi, mais que je n'ai pas encore acquis complètement. C'est-à-dire que par moment, j'ai pu expérimenter ces sous-personnalités évolutives, mais je ne suis pas parvenu à les intégrer complètement, totalement. Alors, c'est là qu'évidemment qu'on commence à comprendre que ce module 5 qui peut être, entre autres, bon, qui reprend un peu les exercices qu'on a vus sur les chakras dans le module 4, devient quand même assez riche parce qu'il est sans limite, en fin de compte, ce module-là, le module 5, à partir du moment qu'on a bien compris les techniques sur les chakras et qu'à mesure du moment qu'on a bien compris ce que c'est que la multiconscience thérapie, on comprend que travailler sur les sous-personnalités qui sont à l'état de nous-mêmes, ben c'est multiple, on peut jamais s'arrêter, en fin de compte, de faire un travail comme celui-là. Alors, l'objectif, évidemment, c'est pas de faire un travail infini, mais certainement de comprendre à quelque part de quelle façon que ce type de travail-là peut nous amener davantage à travailler sur la dimension psychologique émotionnelle et d'aller chercher des informations plus précises justement sur les dimensions psychologiques émotionnelles qui animent notre être et qui ne sont pas nécessairement des reflets de qui je suis, moi, dans ma totalité. C'est-à-dire que les sous-personnalités, par exemple, je pourrais travailler sur une sous-personnalité qui serait, par exemple, épuisée. Alors, cette sous-personnalité n'est pas moi, sauf qu'elle est une facette de moi qui explique, par contre, que par moment, j'ai un certain caractère, une certaine psychologie, une certaine émotivité également. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces sous-personnalités vont prendre, par moment, vont devenir dominantes selon les circonstances de la vie, et par d'autres moments, elles vont devenir beaucoup plus en retrait. Alors, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va se dire, ben là, j'ai besoin de travailler sur telle sous-personnalité parce que celle-là, elle est devenue omniprésente. Alors, pourquoi elle est devenue omniprésente? C'est que j'ai changé, j'ai évolué. Et parce que j'ai évolué à quelque part, il y a des frictions qui se font dans mon être. Et ces frictions-là vont faire que certaines sous-personnalités vont devenir plus dominantes parce qu'elles vont vouloir se manifester pour me faire comprendre, justement, soit qu'on veut, à quelque part, que mon inconscient veut d'une certaine façon me limiter en réactualisant certains comportements que j'ai développés dans mon enfance parce que justement, je ne me sens pas encore capable de franchir l'étape que je voudrais franchir, ou soit ça peut être effectivement l'expression, l'émergence de comportements expansifs ou évolutifs que j'ai peut-être pas encore maîtrisés, mais que je me sens de plus en plus capable d'assumer aussi. Alors, vous voyez que donc, tout au long de notre vie, les sous-personnalités vont être un peu des reflets de où est-ce que j'en suis dans ma vie. Puis évidemment, il faut se rappeler que toute mémoire limitative, toute sous-personnalité limitative est d'abord et avant tout une limitation, bien évidemment. Mais quand je commence à utiliser le décollage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins, cette mémoire limitative va devenir elle va devenir plus en harmonie avec moi. Elle va me mettre en évidence justement le potentiel évolutif qui est derrière cette limitation-là et va me permettre donc de pouvoir actualiser ce potentiel expansif et évolutif à partir du moment que j'ai réussi à déprogrammer cette fameuse mémoire limitative-là. Si on regarde la personnalité expansive, ben, elle va m'aider dans la mesure qu'elle va me permettre justement de pouvoir intégrer le changement que je suis en train de manifester en faisant un travail de déprogrammation sur cette mémoire-là. Donc, j'ai une première question de Lydie qui dit « Comment discerner entre les sous-personnalités et les mémoires énergétiques? » En fait, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que la mémoire, on va dire ça comme ça, la mémoire, elle a plusieurs couleurs, elle a plusieurs manifestations, elle a plusieurs identités. Si on parle de mémoire énergétique, par exemple, les mémoires énergétiques pour moi, puis je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu le dis, mais la mémoire énergétique, par exemple, le foie. Le foie a un certain rayonnement énergétique, une certaine émanation énergétique, un certain fonctionnement énergétique. Et dans cette énergie vitale que le foie émet, il y a donc une conscience mémorielle. Alors, c'est ça qu'on va appeler une mémoire énergétique, c'est-à-dire que dans chaque organe, il y a donc une certaine conscience mémorielle qui va faire que l'énergie de l'organe va plus ou moins bien fonctionner. Si on veut aller un peu plus loin maintenant dans cette mémoire énergétique-là, on pourrait très bien travailler avec la sous-personnalité, c'est-à-dire qu'on va simplement chercher à faire incarner cette mémoire énergétique-là dans une expression de mon être. Par exemple, le foie je pourrais sentir que mon foie, je reviens avec le thème de la colère, donc mon foie est congestionné,
mon foie est congestionné parce qu'à quelque part, j'ai appris à ne pas manifester ma colère, ma frustration que j'avais envers certaines personnes. Et j'ai appris donc à canaliser, à garder ça comme une retenue constante. Donc, en faisant une lecture de la mémoire énergétique de mon foie, je peux arriver à ce constat-là. Je pourrais décider par la suite, après avoir fait ce constat-là, de travailler sur la sous-personnalité psycho-énergétique associée au foie, qui serait évidemment une personne, quelque part, qui ne serait pas capable d'assumer sa colère. Ça serait, par exemple, une victime. Okay? On va appeler ça comme ça, une sous-personnalité de victime. Et cette sous-personnalité de victime va, à ce moment-là, se manifester à moi sous la forme une forme similaire à la mienne, hein, puisque c'est de moi qu'il s'agit, et qui aura donc une structure de 7 chakras. L'intérêt de ça, c'est qu'elle va se manifester à moi, cette facette-là de moi, cette sous-personnalité-là de moi, avec une certaine façon d'être et avec une certaine façon de gérer ces chakras qui vont faire que moi, je vais pouvoir faire une action sur cette énergie-là pour chercher à l'équilibrer au maximum. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce type de travail-là. Et je ne sais pas si Lydie, c'est plus clair pour toi ce que je viens de te dire, parce qu'on pourrait aller plus loin, parce que là, on parle des sous-personnalités, mais on sait à quelque part que dans le voyage dans l'univers mémoriel, on peut aller dans le passé, le présent, le futur. Donc, on peut approfondir aussi là-dessus. Là, il y a Ingrid qui me dit, bonjour Ingrid, alors Ingrid qui me dit, pour travailler sur un chakra désaligné, ne vaut-il pas mieux être accompagné pour le faire? C'est bien, je te dirais ça comme ceci, c'est-à-dire que tout travail qu'on est capable de faire par soi-même, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? À partir du moment qu'on se sent dépassé par un travail, puis ça peut arriver malheureusement parce que justement, dans la vie, même si on a une certaine habileté à faire une pratique personnelle, on peut sentir à un moment donné qu'on est dépassé par quelque chose qui fait qu'on n'est pas capable de gérer. Alors, quand on n'est pas capable de gérer, c'est là qu'on va aller voir un thérapeute, certainement, pour pouvoir aller plus loin. Concernant maintenant le chakra des alignés, je te dirais que tous les états psycho-énergétiques, bon, l'équilibré, ça ne pose pas de problème puisque c'est équilibré, mais le désalignement, l'hyperactif surchargé, l'hypoactif surchargé et l'épuisement sont tous des états dans lesquels une personne pourrait faire un travail sur elle-même puis constater qu'elle se sent dépassée et avoir besoin d'aide. Donc, c'est pas uniquement pour le chakra désaligné qu'on pourrait dire qu'il y a un travail qui doit être fait là. C'est qu'on doit aller chercher de l'aide chez d'un thérapeute. Dans tous les cas, ça peut être possible. Dans le chakra désaligné, la distinction, évidemment, je comprends un petit peu ta question, c'est que le chakra désaligné, on se rappelle que c'est associé souvent à une genre de paralysie du système immunitaire, qui fait que c'est associé souvent à un choc important, qui peut être associé donc à un accident de voiture, ou carrément une situation de danger majeur. Donc, c'est sûr que c'est un traumatisme important qui a été vécu. Et là, évidemment, ça peut être effectivement souhaitable, une bonne idée de pouvoir faire un travail avec un thérapeute. Maintenant, je dirais que c'est pas parce qu'on va voir un thérapeute qu'on n'a pas l'opportunité nous-mêmes de pouvoir faire un travail sur nous-mêmes pour chercher à améliorer la situation. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas... on peut toujours poursuivre le travail. C'est ça qu'il faut se rappeler par rapport à cela. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que moi j'avais à vous transmettre concernant l'idée de la multiconscience thérapie. Alors, peut-être que vous auriez des questions maintenant sur le module en question, sur ce que vous avez pu expérimenter, sur les difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer. Donc, je me tiens donc disponible pour répondre donc à vos questions si vous en avez évidemment sur les différents thèmes. Donc, j'ai déjà répondu à quelques questions, mais peut-être que vous avez d'autres questions sur ce thème-là de la super-personnalité. Alors, on a compris que les super-personnalités, vous avez vu qu'il y a 49 dynamiques psycho-énergétiques qui ont été présentées. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste comme un genre de modèle que j'ai voulu placer. C'est basé sur un jeu de cartes qui va sortir donc bientôt, sans doute pour septembre prochain. Donc, tout ce projet-là a pour objectif donc de créer simplement une genre de système, un système qui doit pas être limité. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que les 49 principales dynamiques psycho-énergétiques sont les 7 états psycho-énergétiques, donc équilibré, le désaligné, l'hypo-surchargé, l'hyper-surchargé, épuisement, fois 7. Donc 7 états psycho-énergétiques pour chaque chakra. Donc, ces 49 états qui sont les principaux états qu'on va retrouver chez un être humain. Par contre, on doit admettre, évidemment, puis c'est là qu'on touche la multiconscience thérapie, que dans ces 49 états-là, il y a plein de variabilités, de sous-personnalités, de sous-couches qui peuvent se manifester, qui vont faire qu'on va multiplier énormément les 49 dynamiques. Sauf que, avec les 49 dynamiques, on arrive quand même à avoir une vision assez intéressante quand même de la typologie humaine,
parce qu'on est capable donc de reconnaître un grand nombre d'états qu'on retrouve chez l'être humain et de comprendre donc l'être humain de façon plus efficace grâce à cela. Évidemment, c'est pour ça que j'ai créé ça, en fin de compte, et c'était parce que j'avais le sentiment que ça pouvait être utile, comme créer une genre de structure pour être capable de développer notre habileté intuitive. Mais évidemment, il ne faudrait pas limiter notre habileté intuitive simplement en se disant, mais il y a 49 états, puis il n'y a pas d'autre chose. Non, tout est possible. Ces 49 états-là se servent simplement comme un genre de survol des grands états qu'on peut retrouver chez l'être humain. Mais évidemment, il y a plein de variabilités possibles qu'on peut retrouver aussi. Donc voilà, c'était un petit peu mon commentaire là-dessus. Est-ce que vous avez expérimenté la multiconscience thérapie finalement? Est-ce que vous avez eu la chance de faire un petit peu ce travail, de travailler sur une sous-personnalité, de constater que cette sous-personnalité vous amenait vers une autre sous-personnalité, et ainsi de suite? Alors, il y a Valérie qui me pose une question. Alors, bonsoir Valérie, bonsoir Sylvain, oui. Est-ce que les mémoires peuvent être connectées avec des liens d'un ou de plusieurs futurs, comme si ces mémoires voudraient nous communiquer des informations sur des futurs potentiels? Alors, c'est une bonne question. Je te dirais que le prochain module qui s'en vient va être un module qui va travailler sur le passé, présent, futur et qui va travailler vraiment sur l'aspect psychique, donc la mémoire psychique. Donc, on va vraiment aborder tous les grands thèmes de la mémoire et sans doute que ça sera un module qui sera intéressant pour toi par rapport à cette question-là. Mais c'est une bonne question. Je le répète, en ce que les mémoires peuvent être connectées avec des liens d'un ou de plusieurs futurs, comme si ces mémoires voudraient nous communiquer des infos sur les futurs potentiels. Merci. Donc, je te dirais que les mémoires, comme je disais tantôt, il y a des mémoires limitatives et des mémoires expansives. Les mémoires limitatives ont pour objet de répéter, répéter et répéter. C'est ce qu'on pourrait appeler le karma. Quand on dit, par exemple, j'ai un karma, c'est que j'ai vécu quelque chose dans mon passé, et mon passé se répète dans mon présent et il se répétera dans mon futur. Ça, on pourrait appeler ce principe du karma, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'accéder à autre chose que ce que mon passé m'a construit. C'est une forme de limitation absolue, totale que je vis et c'est ce qu'on pourrait appeler le karma. Alors ça, c'est une vision qu'on pourrait qualifier certainement d'ancienne, on va dire ça comme ça, puisqu'avec la physique quantique, on commence bien à se rendre compte que notre conscience n'avait pas accès à ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'une nouvelle réalité qui nous met en contact, donc, effectivement, avec une permanente transformation, ce qui veut donc dire que, justement, ces potentiels limitatifs qui sont en nous, cette notion de karma, ben, quelque part, elle est simplement faussée par notre façon de s'identifier à ce passé-là et notre façon de s'identifier à ce passé-là va créer un futur en harmonie avec celui-ci. Et il est intéressant de constater que de plus en plus de recherches sur la génétique démontrent que les gènes qu'on pensait effectivement figés dans le temps, on pensait vraiment qu'il y avait comme une hérédité, on est en train de découvrir que cette hérédité-là n'est pas vraiment réelle, qu'effectivement les gènes sont capables de se muter, de se transformer selon la psychologie entre autres et selon l'évolution d'une personne. Donc c'est intéressant aussi parce que ça rejoint un peu cette question-là concernant donc ce que j'appellerais les mémoires limitatives qui ont un impact sur le futur. Donc moi je pense que longtemps on a pu on a constaté, on a vraiment cru à quelque part cette notion de karma qui nous mettait vraiment en relation avec un passé qui avait donc un impact sur le futur. Et pour répondre à ta question par rapport à ce volet-là, parce que j'ai un deuxième volet que je vais aborder avec toi là-dessus, on peut certainement dire que notre travail personnel, si on ne fait pas un travail personnel sur soi, ben quelque part, les mémoires avec lesquelles on va travailler sont des mémoires qui vont effectivement nous figer dans le temps, c'est-à-dire qu'elles vont nous amener à répéter en futur les mêmes expériences qu'on a vécues dans le passé. Donc ça, c'est une des premiers volets de la réponse que je vais te donner. Le second volet que j'aimerais aborder avec toi par rapport à cette question-là, c'est concernant le potentiel évolutif, c'est-à-dire qu'il existe des mémoires évolutives. Ces mémoires évolutives, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont des mémoires qui ont la capacité de nous mettre en contact avec un potentiel évolutif qu'on n'a pas encore contacté en soi. Donc, à ce moment-là, évidemment, ces mémoires-là nous proposent un potentiel qui n'est pas encore actualisé, mais nous le proposent et nous informent à quelque part qu'on pourrait y accéder. Si on a la foi, c'est-à-dire si j'y crois, moi, que ces potentiels-là, je peux y accéder, il y a des chances, effectivement, que je parvienne à lui donner à l'incarner dans ma matière. Je vous dis ça parce que quand on comprend ça, c'est que quand on fait la déprogrammation sur la mémoire, potentiellement toute mémoire, on devrait être capable
on devrait être capable de la déprogrammer, cette mémoire-là limitative. Et parce que je la déprogramme, je me donne accès à un potentiel évolutif. C'est-à-dire que quand je déprogramme une mémoire limitative, je découvre qu'il y a un potentiel évolutif que je n'avais pas vu auparavant. Et ce potentiel évolutif-là me donne une orientation sur ma vie, me rappelle quelque part qui je suis vraiment et me montre le chemin pour que je puisse être en harmonie avec moi dans le futur. C'est important cet aspect-là parce que ça veut donc dire que cette fameuse vision du futur, elle va être déterminée par quoi? Elle va être déterminée par deux grandes valeurs. La première, c'est est-ce que moi je suis convaincu que mon passé va déterminer mon futur? Hein, si c'est le cas, je vais donc recréer constamment les mêmes expériences de mon passé. C'est quelque chose qui est vraiment proche de la définition du karma. Ou est-ce que je suis capable de concevoir que mon passé est du passé et que je peux, moi, à partir de ce passé-là, construire, créer de nouveaux comportements en tenant compte de ce passé-là, mais de créer de nouveaux comportements qui seraient plus en accord avec moi, dû à l'expérience que je n'aurais retirée et qui me permettrait donc d'accéder à une évolution puis à une capacité d'en concevoir ma vie d'une façon différente. Alors, vous comprenez que quand on arrive à cette conclusion-là, on commence à toucher justement une vision d'un futur évolutif dans lequel on pourrait vraiment concevoir que notre vie serait en harmonie avec le désir de constamment évoluer, progresser et cheminer. Donc, pour revenir sur cette fameuse question-là, donc oui, on peut certainement dire que les mémoires sont toujours connectées avec un potentiel futur, sont connectées avec des ressources créatrices associées au futur, et que les mémoires limitatives sont une ressource sont une proposition de se dire, ben, tu as été ça et demain tu seras ça, OK? On a le droit d'y accéder ou d'y adhérer ou pas d'y adhérer. Et si on n'y adhère pas, c'est là que la déprogrammation devient importante, puisque la déprogrammation va permettre justement à travailler sur ces mémoires-là pour les changer, les déprogrammer, pour les libérer. Et c'est là qu'on va commencer à toucher justement le potentiel évolutif. Il y a une grande théorie sur le cerveau, en fin de compte, qui explique que on pourrait voir ça, maintenant on dit que le cerveau n'est pas localisé au cerveau, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît que le cerveau est quelque chose qui est non localisé, c'est-à-dire qu'on reconnaît que le champ d'énergie a une conscience qu'on pourrait qualifier de grand cerveau en fin de compte, et que cette conscience-là, donc, me permet d'être constamment en étroite relation avec la conscience de mon être. Et on dit justement que qu'est-ce qui détermine le passé puis le futur? Qu'est-ce qui détermine le futur? Ben, quelque part, c'est qu'on est comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a plein de potentiels virtuels en dedans de soi, des potentiels virtuels qui sont associés soit à des expériences de vie passées qui me ramènent à l'idée que je peux simplement que reproduire ce passé-là parce que je ne l'ai pas réglé puis j'arrive pas à voir autre chose, mais également des potentiels évolutifs qui vont être présents. Et c'est la somme de tout ça, c'est comme s'il y avait un ordinateur qui était derrière tout ça, et cet ordinateur faisait la somme des potentiels limitatifs et des potentiels évolutifs qui étaient en soi. Et c'est ça qui déterminait justement par la suite les choix qu'on va faire, nous, en tant qu'êtres humains, pour parvenir à créer un futur qui sera plus ou moins en harmonie avec soi. Donc, c'est intéressant de pouvoir envisager cette chose-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie, puisque j'ai donné une longue réponse, mais j'espère qu'elle a permis, en tout cas, de répondre à tes questions. J'espère que oui, tu me dis, de toute façon, si ce n'est pas le cas, tu me reviens avec une autre question pour préciser tout cela. Ensuite, il y a Lydie qui me revient. Au niveau théorique, c'est fluide, mais dans la pratique, déjà sur soi, je ne trouve pas facile de discerner toutes ces facettes. En fait, Lydie, c'est pas de discerner toutes ces facettes-là qui est la clé pour la pratique, c'est beaucoup plus de partir de toi. Si toi, tu pars en te disant, moi, j'ai une problématique de colère, par exemple, la superficialité psychoénergétique du colérique en moi, c'est ça sur quoi j'ai travaillé. Donc, on n'a pas besoin de faire une énorme recherche sur les 49 dynamiques psychoénergétiques pour essayer d'identifier laquelle qui va nous parler le plus. On peut simplement s'attarder à regarder notre vécu, notre existence, et de reconnaître effectivement qu'on a des subpersonnalités qui peuvent être présentes en soi, qui peuvent être des problèmes, des difficultés, qui nous empêchent d'évoluer et de progresser. Et à partir de là, on peut travailler dessus. Ceci dit, les 49 dynamiques psychoénergétiques, bien évidemment, si on prend le temps de les regarder une à une, normalement, on doit être capable de donner comme un genre de pourcentage à chacune d'elles et arriver à la fin en se disant, ben voilà, je constate que ma problématique principale elle se trouve dans tel chakra, dans tel état psychoénergétique, donc je pourrais travailler sur la personnalité X, Y ou Z. Ça, ce serait une autre façon de travailler. mais je pense que la plus fondamentale, la plus accessible aussi, c'est sans doute de partir de notre vécu, de notre histoire de vie et de regarder qu'est-ce qui ressort actuellement dans notre vie pour pouvoir travailler d'une façon plus intéressante et plus riche par rapport
à ce type de travail-là. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Lydie, mais c'était un peu la réponse que je pouvais te donner concernant cela. Puis évidemment, c'est un jeu de l'esprit. Hein. Le jeu de l'esprit, c'est que quand je me mets en relation avec une sous-personnalité, je vais donc voir apparaître dans cette sous-personnalité-là, admettons, c'est moi colérique. Mais ce que je vais chercher à faire, c'est évidemment, je chercher à me mettre en relation avec à quoi je ressemble quand je suis en colère, et avec le thème colérique. Et je vais donc me mettre en relation avec une image de moi qui va sans doute incarner cette notion de colère. Hein? Et je vais ensuite donc décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Je vais peut-être me voir, par exemple, Sylvain en colère, qui n'a pas de jambes, qui a le cœur qui est hyper réactif et qui n'a pas d'énergie dans la tête, par exemple. OK? Alors ça, ce serait déjà une image intéressante qui me permettrait de me dire, bien tiens, ce que je peux faire, c'est des actions sur cette sous-personnalité-là pour chercher à équilibrer. Donc, je pourrais travailler sur ses jambes, je pourrais travailler sur les divers chakras qui semblent perturbés, chercher à équilibrer la globalité de ce champ énergétique-là et de constater que quand je fais ça, bien évidemment, en intégrant le décodage, la déprogrammation et les soins, bien, il y a des fortes chances que j'arrive à mieux comprendre la raison d'être de la colère qui est présente, de mieux comprendre qu'est-ce qui arrive quand justement j'arrive à m'équilibrer, de quelle façon que ça change mon état et de quelle façon je peux justement davantage m'harmoniser aussi avec ce nouvel état-là que j'ai reconnu et alors commencer effectivement à davantage percevoir derrière la colère ce qui est, c'est-à-dire ce qui est la réalité derrière la colère. C'est-à-dire que si je fais un soin sur moi, sur cette personnalité-là, et que je constate que derrière la colère se dissimule une grande tristesse, par exemple, et que cette grande tristesse-là, elle est liée justement au fait que je dois apprendre maintenant à plus communiquer ce dont j'ai besoin, ben, vous voyez que le potentiel évolutif, c'est que j'apprenne à communiquer ce dont j'ai besoin. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans un prochain exercice, je pourrais travailler sur la sous-personnalité évolutive qui me dit que j'ai envie maintenant d'évoluer, de progresser, que j'ai envie de mieux communiquer. Donc, je pourrais travailler sur cette sous-personnalité-là dans un deuxième temps et ça pourrait m'amener à travailler sur d'autres sous-personnalités par la suite. Vous comprenez que là, ça devient dynamique et dynamique et vivant parce qu'on n'est pas en train de se figer dans des états, mais on est en train de reconnaître simplement que chacun des états avec lesquels on travaille évolue, nous transforme et nous amène vers d'autres états sur lesquels on peut travailler. Alors, ça peut être intéressant de travailler vraiment sur, je travaille sur une sous-personnalité limitative et parce que je travaille sur une sous-personnalité limitative, inévitablement, cela m'amène à aller dans l'aspect évolutif. Et de là, je peux travailler sur une sous-personnalité évolutive et voir de quelle façon que j'arrive à l'incarner. Ça peut être intéressant. Alors, Lydie me répond, oui, c'est le cas. Je veux dire par là qu'en travaillant sur la psycho-énergétique des chakras, je me reconnais dans plusieurs aspects, mais ça donne un être multiple, équilibré, désaligné, hyperactif. Totalement, je pense que Lydie, tu es complètement dedans. On n'est pas dans un état figé des choses. Nous, en tant qu'être humain, on adore figer les choses. On adore se dire, ben moi, je suis hyperactif. Et on se lance là-dedans, c'est-à-dire, je suis hyperactif. Globalement, je suis hyperactif. Et on règle la question. On n'a plus à se poser la question si on est hyperactif ou hypoactif ou je ne sais quoi. Ce qu'on doit comprendre avec la dynamique psycho-énergétique, la multiconscience thérapie, c'est qu'on comprend que ce que l'on croit qu'être hyperactif, le simple fait de dire qu'on est hyperactif, déjà, ça change possiblement notre état et que finalement, l'état hyperactif, c'est un état qui est général, qui émane quelque chose d'une façon globale. Sauf que si on rentre dans notre corps et qu'on se rend compte effectivement de la dynamique qui existe entre les chakras, on va se rendre compte que cette hyperactivité-là, elle est provoquée peut-être par d'autres états qui sont plus ou moins équilibrés. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre justement de quelle façon que l'on peut parvenir à favoriser un équilibre plus grand à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait plusieurs états comme ça qui soient mélangés en temps de soi parce qu'on est comme multiple. Alors, cette multiple conscience qu'on a en soi, ben effectivement, elle peut être équilibrée, hyperactive à la fois, surchargée à la fois, etc. Et c'est ça qui devient riche, qui fait une richesse aussi dans notre perception, je dirais. Il y a Valérie qui me pose, lorsque j'ai pratiqué, je l'ai fait sur le deuxième chakra, il y a eu des émotions, plusieurs émotions qui ont surgi et ont formé une sous-personnalité qui est remontée à la surface. Et j'ai eu beaucoup de mal à la regarder tellement elle était en piteux état. Donc, ouais. Mais là, tu vois, c'est intéressant. Et
comme je te dis, l'accompagnement maintenant que l'on fait avec soi n'est pas un accompagnement qui sera pas toujours, tu sais, un accompagnement, il sera pas toujours parfait. On voit par exemple, dans ce cas-ci, je le vois bien, tu as eu la difficulté à te regarder tellement que c'était en piteux état. Donc, tu n'as pas su t'accompagner à ce moment-là. Par contre, le fait de prendre le temps d'écrire dans ton journal intime ce que tu as vécu, le temps de prendre le temps de prendre une distance, de détendre, de faire autre chose, de revenir sur l'exercice plus tard, te permettre de travailler sur cet aspect de toi qui est le piteux état dont tu parles, bien évidemment, c'est là qu'on s'accompagne. On se laisse tomber un petit peu, on fait autre chose, puis on revient ensuite parce qu'on ne se laisse pas tomber complètement. Et c'est à travers cette démarche-là qu'on va vraiment s'accompagner de la façon la plus intéressante et la plus efficace. Parce qu'on va commencer justement à se rendre compte que la démarche que l'on effectue avec soi, ben, c'est une démarche justement où on est ami avec soi et on s'accompagne dans un processus de guérison dans lequel on cherche vraiment à accompagner notre être et accompagner les divers états qui peuvent effectivement être présents en soi. Alors, c'est sûr que c'est ça la notion d'accompagnement. Alors, quand on me disait des fois, on n'aurait pas besoin d'aller voir un thérapeute, bien sûr que dans cet accompagnement-là que l'on effectue, ça n'exclut jamais la possibilité d'aller chercher de l'aide, soit par un thérapeute ou quelqu'un d'autre, hein, parce que justement, cet accompagnement-là, ben, quelque part, des fois, on va sentir qu'on va être dépassé, on ne sera peut-être pas capable tout le temps de répondre parfaitement bien aux situations parce que ça va être trop difficile pour nous de travailler sur certains aspects. Alors, je pense que quand on est capable de bien comprendre ça, ben, on est capable donc de vraiment amener un travail assez riche dans notre pratique, tout en acceptant l'idée qu'on pourrait avoir besoin de consulter de temps à autre. C'est quelque chose qui peut faire partie aussi d'une démarche normale, je dirais, chez tout être humain. Hein, je pense que tout psychologue, tout thérapeute, quel qu'il soit, a de temps à autre besoin d'aide, même s'il a d'excellents outils qu'il pourrait très bien se débrouiller tout seul. Il a souvent des moments où il a besoin d'aller chercher de l'aide d'une autre personne parce qu'il constate qu'il n'est pas en mesure de pouvoir aller aussi loin seul. Alors, je pense que ça fait partie de l'être humain, ça, puis je pense qu'il faut l'accueillir également. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la pratique. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai trouvé que les questions étaient très brillantes, très intéressantes. Donc, c'est enrichissant pour moi de vous répondre. Donc, j'espère que c'est enrichissant pour vous de pouvoir recevoir mes réponses par rapport à ça. Oui, c'est en fait la peur qui nous paralyse. Qui me dit ça, oui, ben c'est certain que la position de témoin dans la pratique personnelle, on le sait, vous savez là, que la pratique personnelle est difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce que on doit avoir une position de témoin pour être capable de faire cette pratique-là. Et la position de témoin implique qu'on soit capable de nous regarder en face avec, par exemple, des états comme, par exemple, Valérie qui elle racontait qu'il y avait une sous-personnalité qui est dans un piteux état. Donc, évidemment, ça peut nous venir nous chercher émotionnellement parlant. Et c'est difficile, des fois, quand on est dans l'émotion, d'être capable de nous accompagner. Alors, certains où la peur, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Maintenant, toi, quand tu me dis ça, Ingrid, toi, c'est en fait la peur qui nous paralyse. Mais moi, ce que je te dirais tout de suite, par rapport à la personnalité de la peur, ben moi, travaille sur ta personnalité de la peur. Toi, la peureuse, ben, il faudrait que tu travailles dessus. Tu vois? Quand Valérie me dit, bon, c'était tellement piteux état, ben, c'est évident que cette personnalité a besoin d'aide. Donc, en travaillant dessus, tu vas lui donner justement ce qu'il lui faut pour qu'elle ne soit pas dans un piteux état. Et c'est ça la beauté de la déprogrammation, c'est qu'on ne voit plus les états figés. Hein, je te rappelle que si tu regardes ton état piteux et que tu le regardes en le figeant, en te disant « Ah, mon pauvre de moi, je suis piteuse, je ne m'en sortirai jamais », on est en train de créer à ce moment-là ce qu'on appelle la notion de karma, c'est-à-dire qu'on part du principe que parce que je suis dans un piteux état là, je ne pourrais pas être autre chose demain. Ça veut donc dire que je vais reproduire cet état piteux-là, je vais m'identifier à ça et je ne serai jamais capable d'être autre chose que ça. On comprend ici que le futur devient quelque part l'expression de ce piteux état-là, c'est normal, puisqu'on s'est identifié à lui. Tout comme la peur, tu vois, qui nous paralyse, ben, la peur qui nous paralyse, ben, évidemment, si elle nous paralyse, ça veut donc dire qu'on fige. Ça veut donc dire que la peur va créer un futur dans lequel nous allons être figés par la peur. Ça veut donc dire qu'on est en train de se créer un karma aussi. Donc, le fait de travailler sur les super-personnalités avec ces thèmes-là, peut nous aider justement à nous sortir des impasses dans lesquelles on est. Alors, ça peut être intéressant de travailler de cette façon-là également.
Il y a Lydie qui me dit, j'ai aussi parfois été dépassé par le processus face à ce qui remonte, mais à chaque fois, la déprogrammation s'est effectuée et je découvre de nouvelles capacités. En ce moment, je vois le rayonnement des êtres, c'est très beau. Ben, c'est bien de l'entendre, Lydie. Tu as totalement raison. La déprogrammation est vraiment la clé parce qu'évidemment, si on n'a pas la déprogrammation, on va simplement se limiter constamment à l'émotion. Comme Ingrid l'a dit, il ne faut pas s'identifier à l'émotion. C'est vrai que l'émotion, lorsqu'on s'identifie à elle, elle devient quelque part quelque chose de figé. Et si elle est figée, elle devient automatiquement un processus qui ne peut pas être changé. Parce qu'on a le sentiment quelque part que cette émotion-là, c'est nous. Alors, à ce moment-là, on a de la difficulté à pouvoir se déprogrammer à ce moment-là. Alors, comme Lydie le dit si bien, qu'on parvient justement avec la déprogrammation d'avoir accès à de nouvelles capacités, bien, ça nous dégage justement de ces limitations-là et ça nous permet de commencer à capter davantage le potentiel évolutif ou expansif et qui nous fait voir justement la vie d'une façon plus légère, hein, parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas seulement la lourdeur, mais on est la légèreté, puis on est capable aussi d'interagir sur cette lourdeur-là pour devenir de plus en plus léger et de plus en plus harmonieux. Ça, c'est une clé, je pense, qui est importante. Il y a Valérie qui me dit, oui, je comprends. Et est-ce qu'un chakra peut avoir besoin de plusieurs vibrations, des couleurs à la fois lors du soin? Absolument. Je pense que ça, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intuition. C'est-à-dire que le chakra, il y a toutes les tout est possible. Tous les besoins d'un chakra peuvent être importants et il y a plusieurs possibilités. Puis dans ce sens-là, toutes les demandes peuvent avoir une valeur et une réalité aussi. Donc, je ne voudrais pas vous dire, ben oh non, un chakra, ça ne peut pas faire ci, ça ne peut pas faire ça. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et c'est varié. Puis ça, le langage intuitif, tout est possible dans le langage intuitif. Donc oui, pour répondre à ta question, Valérie, c'est possible. Lydie me dit, je ne vois pas de couleur, mais un rayonnement. Ben, à quelque part, le rayonnement, tu vois, l'importance du rayonnement, moi, je reviens encore sur l'aspect pédagogique en vous disant ça, mais le rayonnement, on peut le voir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le rayonnement, je le rappelle, un corps qui est rayonnant, est-ce qu'il rayonne de l'intérieur comme de l'extérieur? Alors, quand il rayonne de l'intérieur, ça veut donc dire qu'il est animé par une énergie qu'on pourrait dire de force intérieure. On a un contact avec nos forces intérieures, nos puissances intérieures, et on est capable, parce qu'on est fort intérieurement, d'émettre vers l'extérieur avec puissance. Donc, on est capable d'émettre vers l'extérieur parce qu'on a une force intérieure. Si, évidemment, on voit un rayonnement qui est très important à l'extérieur, mais il n'y a pas de rayonnement puissant à l'intérieur, ça veut donc dire qu'on est en dépense énergétique, c'est-à-dire qu'on est trop à l'extérieur. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une grande puissance à l'intérieur, un grand rayonnement intérieur, mais qu'on n'a pas d'énergie qu'on émet à l'extérieur, mais là, on est trop fermé sur soi-même. Alors, vous voyez, c'est des logiques un petit peu comme ça que j'aime vous rappeler de porter attention pour mettre en évidence le principe de la recherche du physicien Pop qui met en évidence que la lumière solaire émet de la lumière, les cellules du corps absorbent la lumière puis en réémet. Alors, quand il absorbe la lumière, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la lumière, puis elle donne de l'énergie à notre corps, et ça nous permet donc de se sentir très solidement ancré au sol, pourrait-on dire. On est plus connecté avec nous-mêmes, on est fort, on est puissant. Et ensuite, il y a l'énergie qui est émise, qui fait que comme on est fort et puissant de l'intérieur, on est capable d'émettre à l'extérieur une puissance aussi. C'est ça l'équilibre parfait. Alors, c'est important, donc, quand on est attentif au rayonnement-là, ou même au niveau des couleurs, d'être attentif à de quelle façon que le rayonnement ou la couleur se manifeste de l'intérieur comme de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de porter attention. Ça peut donner une petite richesse au niveau de l'information intuitive qui peut être assez intéressante à faire. Maintenant, je ne sais pas si vous aurez d'autres questions sur ce petit module qui, finalement, ouvre la porte, et vous l'avez compris, à vraiment la notion de la physique quantique, hein, qui met en quelque part l'évidence qu'on est dans un univers parallèle. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille sur les sous-personnalités, on est vraiment dans un univers parallèle. Et dans cet univers parallèle-là, on peut travailler sur plusieurs couches, un peu comme des poupées gigognes. C'est-à-dire qu'on travaille sur une personne, sur une sous-personnalité. Cette sous-personnalité nous amène à travailler sur une autre sous-personnalité. Cette autre sous-personnalité nous amène à travailler sur une autre sous-personnalité, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un travail qui est assez fascinant, qui peut en résulter, et qui peut évidemment être intéressant si on arrive justement à ce que ça devienne un apport d'informations supplémentaire, puis une capacité de se soigner aussi qui puisse en résulter. Et c'est là que c'est important, évidemment, donc d'être attentif à toute la richesse que ce type de travail-là peut apporter et de s'ouvrir au niveau imaginaire à la possibilité que ça puisse se manifester dans sa richesse et dans sa globalité telle que
proposées jusqu'à maintenant. Je ne sais pas maintenant s'il y a d'autres questions ou commentaires. Tout à fait. C'est vraiment les poupées russes. On peut vraiment l'envisager comme ça. Moi, quand j'ai fait la multiconscience thérapie, c'est ça que j'ai vraiment compris à quelque part, qu'on pouvait vraiment se rendre compte à quelque part qu'il y avait plein de sous-couches, de sous-couches. Et c'est intéressant parce que quand on fait un travail énergétique sur une personne ou qu'on le fait sur soi-même, on constate qu'on est comme des plures d'oignons. On le dit souvent, ça. Et c'est vrai que quand on fait un travail énergétique, on va constater qu'une personne, par exemple, on fait un premier soin, il y a quelque chose qui va remonter, un deuxième soin, un troisième soin, puis on arrive à travailler d'une façon de plus en plus profonde sur la personne, de façon à l'amener à toucher ce qu'on pourrait appeler son noyau intérieur, c'est-à-dire son essence fondamentale. Et quand on travaille avec la multiconscience thérapie, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on travaille sur les multiples états psychologiques et émotionnels qu'on peut avoir dans soi, et qu'à force de travailler dessus, bien, inévitablement, on arrive à épurer, puis toucher notre essence fondamentale aussi. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce type de travail-là. Et ça nous prépare aussi, il faut bien dire, ce module 5-là, au module qui va suivre sur la dimension psychique, où on va apprendre davantage à faire un petit peu comme des voyages dans le monde de la mémoire, dans lesquels on va aller vers des thèmes très précis. Alors, c'est un module qui va être fort intéressant parce que ça va être un module qui va vous permettre donc de vraiment voyager dans le passé, présent, futur et qui va finalement, ce module-là va vraiment être une belle introduction pour vous, pour le module qui va suivre. Qui va finalement vous amener à vraiment voyager dans le monde de la mémoire. Puis le module qui va suivre ensuite, ça va être sur l'accompagnement, pas l'accompagnement, mais sur l'accompagnement, l'auto-coaching. Alors, l'auto-coaching va être intéressant aussi puisqu'il va vous permettre de pouvoir évaluer de quelle façon, maintenant que ce travail que vous avez fait sur la mémoire, de quelle façon que vous pouvez approfondir justement en apprenant donc à mieux communiquer ce qui se passe en vous, vous avec vous-même, mais vous avec votre entourage aussi. C'est ça un peu l'objectif de ce module-là, puisqu'évidemment, on peut faire un travail important sur soi, mais c'est important évidemment qu'on soit capable de le communiquer, donc de le communiquer pour qu'on soit capable d'être clair avec soi-même, donc de le communiquer à soi-même, mais aussi être capable de le communiquer à notre entourage de façon constructive et positive. Ce sera un peu l'objectif qui sera vu aussi dans ce module-là. Donc, vous allez avoir avec ces deux prochains modules-là une belle synthèse que vous aurez par rapport à ce module-ci sur la sur les sous-personnalités psycho-énergétiques. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que le prochain module donc va avoir lieu en début mai ou à peu près, dans le début mai. Et ça sera donc sur la dimension psychique, comme je viens de dire, passé, présent, futur. Il y aura donc une série de vidéos qui vous seront présentées, de conférences, d'éléments audio et vidéo, qui vous présenteront donc tout l'ensemble de cet enseignement-là, qui, je crois, va être assez intéressant et va vous permettre donc de vraiment comprendre, faire un petit pas de plus par rapport à la multiconscience thérapie. Il y a une question qui est là. J'ai fait un soin à distance à quelqu'un et j'ai perçu que sa vraie nature est positionnée dans le philosophe. Mais cela n'est pas encore manifesté. Est-ce possible? Absolument. Quand on commence à toucher les sous-personnalités, on touche plein de choses. Tantôt, je vous ai parlé de la mémoire limitative, de la mémoire expansive. Alors, quand on parle de mémoire limitative, bien évidemment, on parle de quelque chose d'assez facile, d'une certaine façon, parce qu'on parle du passé. Grosso modo, quand on parle d'une mémoire limitative, même si, par exemple, la personne pourrait être très impressionnée, je pourrais, moi, dire à quelqu'un, ben écoute, j'aperçois que tu as vraiment l'enseignant en toi. Puis la personne dit, ah, je suis un enseignant depuis 25 ans, c'est incroyable que tu puisses me dire ça, c'est fascinant, etc. Donc, oui, ça serait intéressant. Sauf que quand on fait un travail, comme je l'ai déjà expliqué, de déprogrammation et de soins, on arrive justement à enlever des couches, puis on arrive à toucher l'essence d'une personne. Et quand on touche l'essence d'une personne, bien là, on touche évidemment des aspects d'elle qu'elle n'a pas nécessairement encore manifestés, mais qu'elle pourrait manifester. Habituellement, quand c'est le cas, la personne qu'on lui explique effectivement dans le cas du philosophe dont tu parles, bien, le philosophe, c'est un état qui a une certaine couleur, un certain état, donc à relier à la sagesse, etc. Donc, évidemment, cette personne-là, quand on lui parle de ça, va habituellement dire, je me reconnais, je reconnais ça. Hein, il va même être fasciné du fait qu'on puisse le mettre en relation avec quelque chose qu'il a en lui, mais qu'il n'a pas actualisé, qu'il n'a pas maturé en lui, en fait.
Alors ça peut être assez, une confirmation qui est assez intéressante parce que ça veut donc dire que notre partenaire reconnaît ce qu'on lui dit, même si c'est pas là. Il le reconnaît parce qu'il reconnaît que c'est présent. Donc ça, c'est un signe quand même qu'on est dans le juste à ce moment-là. Alors, mais en même temps, si quelqu'un ne se connaît pas beaucoup, c'est possible qu'il ne soit pas en mesure de nous le confirmer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver également. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Lydie. Oui, Ingrid me dit, peux-tu nous expliquer ton programme pour prendre rendez-vous avec toi? Ces rendez-vous sont possibles que les dernières semaines du mois, c'est ça. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'on oui, on va chercher. En fait, je cherche à structurer les choses parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec des petits problèmes de tout ordre. Donc là, j'ai voulu comme stabiliser les choses. Donc j'ai quelqu'un qui s'occupe maintenant de la gestion de tout le programme de formation et qui va donc gérer, en fin de compte, les mini-consultations pour, et comme on a choisi effectivement d'essayer de concentrer les mini-consultations le dernier du mois, hein, une dernière semaine du mois, pour faciliter, me faciliter la tâche aussi, puisque ça permet de concentrer tout le monde le même espace. Bien évidemment que c'est pas figé dans le ciment, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait des besoins ou quelqu'un qui pourrait pas être disponible dans cette semaine-là, bien évidemment, on peut s'organiser autrement, là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas de souci ou de problème à ce niveau-là. Mais on n'a pas souci de faciliter les choses. On a décidé de tout mettre dans la même semaine pour que dans cette semaine-là, j'ai mes webinaires de formation, j'ai mes mini-consultations. Donc, toute la semaine, finalement, servent euh, à la formation. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça, Ingrid. Donc, tu reviens si tu as des questions ou des commentaires par rapport à ça. Il y a Lydie qui me dit, lorsque je lui dis lorsque je lui dis, elle était fascinée comme si elle s'était alignée. Mais tu vois, ça, c'est un signe, quelque part, d'un. Ça, c'est un signe. C'est un signe parce que ça veut donc dire, quelque part, que tu l'as mis en contact avec son essence et elle s'est reconnue. Alors, ça, c'est un signe, justement, qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus évolutif à ce moment-là qui en résulte. Il y a Valérie qui me dit, dans tout le module, tu utilises beaucoup le mot de collaboration avec nos personnalités. Peux-tu préciser un peu plus, s'il te plaît? OK. Donc, le mot collaboration vient d'une réalité toute simple, c'est que quand on regarde une personne dissociée, c'est quoi? C'est une personne qui a plusieurs états de conscience, plusieurs sous-personnalités, et ces sous-personnalités ne sont pas d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'on peut regarder le champ énergétique d'une personne qui a un certain champ énergétique avec des sous-personnalités qui animent son champ énergétique et de constater que cette personne-là est en conflit avec elle-même. C'est-à-dire que les sous-personnalités qui l'animent sont en conflit avec elle-même. Il y a une sous-personnalité qui s'en va à gauche, une sous-personnalité qui va à droite, une qui recule, une qui avance. La personne n'arrive pas à s'unifier. Donc, elle a une frontière, une identité qui est faible. Et elle a de la difficulté, donc, à donner un sens à sa vie parce que elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée, elle n'a pas d'organisation qui l'oriente dans une direction, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un signe de déséquilibre. C'est un signe que les sous-personnalités qui sont présentes ne sont pas en collaboration entre elles, elles ne sont pas en collaboration avec l'individu. Alors, quand je parle de collaboration, bien évidemment, ça veut donc dire que les sous-personnalités avec lesquelles je travaille, je vais chercher donc évidemment à faire un travail d'harmonisation avec chacune d'elles pour que moi, je puisse effectivement reconnaître que ces sous-personnalités-là deviennent des apports énergétiques pour moi et des apports psychologiques et émotionnels pour moi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une position de conflit avec moi, mais elles sont plutôt dans un processus de réunification avec moi. Alors là, ça devient fort intéressant, parce que ça veut donc dire quelque part que ces énergies-là, finalement, vont faire équipe avec moi. Donc, mon identité va se renforcer parce que je vais sentir quelque part que je me reconnais plus fortement en tant qu'individu et ces personnalités-là vont finalement être vraiment avec moi dans la même direction que je vais aller parce que je ne serai plus en conflit ou en combat avec elles. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous parle de collaboration. Je ne sais pas si je suis donc plus clair pour toi, Valérie, mais tu me reviens si tu as des commentaires ou des questions par rapport à ça, par rapport à ce questionnement que tu pourrais avoir. OK, donc est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur la pratique, puisqu'on a vu donc l'invitation pour le prochain module, les mini-consultations, évidemment, qui sont idéalement la dernière semaine du mois, sauf que si vous n'êtes pas en mesure de le faire, il n'y a pas de problème, on s'organise autrement, puis on les fait à d'autres moments, mais j'essaie, moi, de mettre de l'ordre dans ma structure, vous l'avez compris, avec tous les problèmes qu'on a eus. Donc,
j'essaye de vraiment structurer les choses pour que ce soit plus facile et que vous ayez donc une plus grande fluidité aussi dans la structure de l'enseignement qui va vous être plus agréable et moi, je vais être plus content aussi. Concernant le chat, peut-être un petit mot là-dessus. Ben, le chat est en train de se refaire une santé. C'est un problème de serveur, comme j'avais identifié. Donc, on est en train de faire un transfert de serveur. Et quand on sera prêt pour que c'est là que les conférences auront lieu dorénavant. Mais actuellement, on n'est pas encore prêt. J'attends de vraiment être sûr à 100% pour éviter que je fasse des erreurs comme dans le passé, là. Donc, j'attends de voir si tout est OK. Donc, ça va se faire d'ici quelques semaines, j'imagine, là. Mais par contre, le chat est toujours accessible, donc vous pouvez le visiter comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et évidemment, les gens de formation professionnelle vont commencer leur pratique également, vont commencer les pratiques dans le chat. Ils vont commencer à se rencontrer là-bas et tout ça. Donc, on va venir informer quand ils vont être prêts pour pouvoir recevoir un soin de votre part, là, pour que vous puissiez recevoir un soin d'eux. Donc, elle dit qu'il dit les rendez-vous avec ceux qui sont en formation professionnelle sont-ils toujours possibles pour un soin? Oui, tout à fait. C'est juste que là, actuellement, avec le petit problème qu'on a eu, je suis en train de regarder, eux vont commencer à faire de la pratique tous les jeudis, il me semble, à 20 heures. Donc, je vous le dis. Donc, si ça vous dit de passer, faire un tour dans le chat à 20 heures le jeudi, tous les jeudis, ça va être disponible. Donc, les gens vont pouvoir arriver. Puis, c'est possible qu'il y ait d'autres journées qui s'ouvrent. Je les rencontre, moi, demain. C'est demain, je pense que je les rencontre, la formation professionnelle. Donc, on va regarder ensemble, évidemment, l'option d'ouvrir d'autres moments dans la semaine. À ces moments-là, finalement, c'est quoi? Ce sont des moments délimités dans le temps où on leur dit, bien, regardez, à tous les jeudis soirs, à 20 heures, 20 heures à 22 heures, ou même plus tard si vous voulez. Donc, on se rencontre, tout le monde se rencontre. Donc, les gens peuvent interagir entre eux. Ils peuvent effectivement pratiquer entre eux aussi. Et évidemment, ça peut permettre donc de créer des liens plus forts. Donc, ce sera tout simplement l'option de pouvoir faire ça. Le lien pour le chat, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si le site va le prendre, on va voir. C'est chat développement conscience avec des traits d'union. Et puis, il faut, pour accéder à ce site-là, mettre un mail et votre mot de passe. Voilà. Chat développement conscience, vous le voyez. Alors, ce chat développement conscience-là, là, je ne sais pas si vous le voyez, moi, je l'ai mis dans le chat. Normalement, vous devriez le voir, puisque c'est moi qui est le gestionnaire du site. Là. Donc, normalement, quand j'écris quelque chose, je pense que tout le monde devrait le voir. Mais vous me dites si vous ne le voyez pas. Donc, chat développement conscience. Alors, évidemment, dans ce chat-là, avec le temps, ce que je compte faire, c'est que les étudiants en formation et mes anciens étudiants vont proposer des conférences, vont proposer des activités. C'est ça qui va se mettre en prendre. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ces moments-là parce que vous allez pouvoir aller voir, bon, vous allez pouvoir aller voir le calendrier, aller voir, bon, quand est-ce qu'il y a une pratique professionnelle et vous allez pouvoir vous présenter pour recevoir un soin avec des gens en disant, ben moi, j'aurais besoin d'un soin, est-ce que quelqu'un voudrait me faire un soin? Alors, vous allez pouvoir comme avoir une interaction et bénéficier d'un support gratuit, en fait, dans ces moments-là, si ça vous dit. Donc, c'est quelque chose qu'on va organiser. Alors, comme je dis, je vais vous l'aller trop vite. Donc là, je suis obligé de vraiment constater que la vitesse hyperactive est une qualité qui n'est pas toujours heureuse. Donc, j'essaie de me rationaliser un peu, puis de me calmer un peu, et de m'assurer que les choses vont aller bien cette fois-ci. Donc, Lydie me dit, d'où peut venir la difficulté à recevoir un soin? Est-ce lié au fait de s'auto-guérir? Je remarque qu'il est plus facile de donner que de recevoir un soin. Ça, c'est très personnel à toi, Lydie, parce que je pense qu'il y a des gens qui adorent recevoir des soins et qui n'aiment pas en donner, par exemple, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment propre à toi. Puis c'est certain que ça touche la notion d'aimer. Tu vois, quand on donne, par exemple, on donne de l'amour. Quand on reçoit de l'amour. Alors, peut-être que tu peux te questionner là-dessus. Peut-être qu'il y a effectivement une réflexion à faire sur la capacité de donner et de recevoir qui pourrait peut-être te guider dans ton questionnement par rapport à ça. Donc, si tu veux me répondre là-dessus, si ça t'aide un peu. Mais c'est évident que l'idée de donner un soin, ben, quelque part, c'est une position dans laquelle on est dans une position de force aussi, dans une position de contrôle également. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui peuvent rentrer en ligne de compte là, quand on a de la difficulté à recevoir un soin. Parce que recevoir un soin, c'est une position plus féminine, plus douce, dans laquelle on reçoit, on donne, on reçoit, on se fait donner quelque chose.
Donc, effectivement, si on n'est pas à l'aise avec cette position-là, c'est pas quelque chose qu'on va valoriser, qu'on va avoir envie de recevoir normalement. Donc voilà, c'est un peu ma réponse pour Lydie. Si elle a d'autres questions, Lydie, ben, elle peut me le faire savoir. Et les autres aussi. Lydie me dit, OK, c'est un déséquilibre certainement accueillir la part douce et finie de mon être. Tout à fait, Lydie, je pense qu'il y a un petit peu quelque chose là-dessus qu'on peut aller, que tu peux aller creuser. Et encore là, au niveau des subpersonnalités, tu pourrais travailler justement sur cette partie, la subpersonnalité douce et féminine de qui t'habite. Alors, tu vois, ça pourrait être un autre travail qui pourrait être fait. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire beaucoup de jeux avec les subpersonnalités. Qui peuvent être très concrets parce que là, on travaille vraiment sur des éléments, tu vois, qui ressortent. On a vu juste en discutant comme ça qu'il y a plusieurs subpersonnalités qui auraient pu être utilisées pour faire un travail. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire un petit bonhomme de chemin de cette façon-là qui est assez intéressant. Les jeux sont infinis, totalement, totalement, totalement. Puis en plus, avec le prochain module, ben, vous allez voir qu'on peut travailler sur des scènes, vous allez plus embarquer dans le passé, présent, futur, donc vous allez vraiment connaître davantage l'univers mémoriel. Ça aussi, c'est un monde sans fin aussi. Donc, il y a plein de choses et ça devient des outils très riches pour chacun d'entre vous. Ça devient vraiment intéressant de travailler sous cette forme-là, justement, pour cette raison-là. Donc, d'accord, d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, parce que moi, peut-être que je vous dirais qu'on va arrêter bientôt. Alors, évidemment, si y a des questions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Ça fait donc 1 heure qu'on a commencé le petit webinaire. Et de bonnes questions, je vous remercie. Donc, s'il y a d'autres commentaires, d'autres questionnements, ce serait le moment de les faire. OK, donc allez-y si vous avez entre-temps. Moi, je vais simplement poursuivre ma petite conclusion. Alors, donc, vous l'avez compris, la multiconscience thérapie, comme Valérie l'a dit si bien, c'est des jeux qui sont infinis. On peut vraiment travailler sur tout ce qui remonte à notre conscience, tous les aspects de nous qui peuvent nous déranger ou nous fatiguer. Ben, effectivement, c'est une occasion de pouvoir travailler dessus sur ces aspects-là avec les sous-personnalités psycho-énergétiques. Donc, on peut vraiment faire un travail très riche avec nos petits journaux intimes, les noter, tout ça. Donc, on peut vraiment faire un travail assez profond sur soi si on en a envie, évidemment. C'est toujours une question de motivation et une question évidemment d'accompagnement par la suite qu'on se donne. Donc, c'est certain que c'est une habileté que vous avez un peu méditative, pourrait-on dire, de vous garder dans une position de témoin et de vous garder donc dans une position d'interaction avec les diverses facettes qui animent votre être. Donc, c'est ça qui exige que vous soyez donc conscient que le travail que vous effectuez vous oblige donc le travail à être témoin, puis vous amène à constater que vous pouvez interagir avec plein de facettes de vous. Alors, plutôt qu'être victime, ben, vous constatez que vous pouvez faire plein de choses plutôt qu'être une victime. Donc, c'est super. Mais on est tellement habitué à être dans une position de passivité envers notre être qu'on a difficulté quelquefois à se mettre dans cette position d'interactivité. Alors, je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui maintenant de se donner cette autorisation-là. Donc voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. À moins qu'il y ait des questions, comme je dis, je suis toujours à l'affût, donc j'y répondrai. Sinon, ben, je vous remercie donc d'avoir bien voulu participer à ce petit webinaire-là. Oui, tout à fait. Valérie dit merci. Je crois qu'il faut pratiquer de manière ludique vers l'infini et au-delà. Tout à fait. Ludique est le mot clé. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'ai développé un jeu de cartes que je vais sortir en septembre, plein d'autres produits, d'ailleurs plein d'autres jeux, en fin de compte, qui favorisent l'intuition, mais qui sont quand même plus ludiques. Alors l'idée, c'était de reprendre le concept de l'écoute imaginaire, mais d'une façon plus ludique. Mais je pense, et je suis content que Valérie le dise, qu'on peut effectivement pratiquer le travail intuitif que l'on fait ici de façon ludique, en s'amusant, en ayant un petit sourire au bout des lèvres, puis en découvrant la magie de la vie. Parce que c'est une magie de la vie, il faut se le rappeler. Cette magie-là de la vie nous fait voir plein de choses, nous fait découvrir plein de choses, nous permet de constater nos limitations, nos blocages, nos difficultés, mais elle nous fait voir également
que derrière tout ça, il y a de la belle énergie, puis de beaucoup d'amour, puis de belles choses. Donc, je pense que quand on commence à comprendre ça, mais ça devient comme vraiment une fascination, puis un beau sourire qu'on peut avoir de constater qu'on a des outils pour travailler là-dessus, pour pouvoir évoluer et progresser à travers cela. Donc, moi, je vous invite à poursuivre, évidemment. Et pour le projet, évidemment, donc des mini-consultations, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat, avec Tania, donc, pour prendre vos rendez-vous. Il n'y a pas de problème, ça me fera toujours plaisir, donc, de les faire. Je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu de vos nouvelles. Lydie, qui est tout excitée par rapport au jeu de cartes, mais moi aussi, si tu savais, ça fait un bon bout de temps que le jeu de cartes aurait dû être terminé. En fait, le projet, a été plus long parce que je suis toujours pris par toutes sortes de choses. Comme là, c'est la formation en ligne, donc j'ai pas pu vraiment finir, mais le jeu de cartes est terminé. Les autres projets sont pas mal en cours, donc je me disais que cet été, j'allais sans doute travailler un petit peu là-dessus pour vraiment finir ça et qu'en septembre, on puisse vraiment enfin lancer le projet. Donc, ça me fera plaisir de vous le faire découvrir, bien évidemment. C'est un projet qui est un projet justement qui facilite un peu le travail intuitif puisque c'est un support, donc on peut arriver à faire des lectures intuitives avec le jeu de cartes de la même façon qu'on fait la pratique intuitive comme l'écoute imaginaire. Mais bon, sans le jeu de cartes, on peut très bien faire tout, hein, donc je pense que c'est ça que vous découvrez dans cette formation-ci. Donc voilà, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Les questions ont été très intéressantes et je vous remercie de l'échange qu'on a eu. Ça m'a bien plu, moi, personnellement. Euh, et puis, je vous dis donc à très bientôt. Vous allez recevoir donc le module en début mai. Euh, le jeu de cartes, ça sera pas. Oui, il y aura des possibilités de faire un genre d'oracle. Mais en fait, quand ça va être un peu comme pour tout dire, par exemple, si on fait une lecture des chakras, ben, on va avoir 7 maisons virtuelles qui vont être identifiées comme les maisons associées au chakra et on va prendre des cartes. On va prendre une carte et on va prendre la carte, on va la mettre dans la maison 1. Et cette carte-là pourrait être par exemple le chakra couronne, donc le spirituel, hyperactif. Alors quand on se retrouve dans la maison 1, qui est le chakra racine, et qu'on se rend compte que dans la maison 1, il y a le chakra spirituel, le spirituel hyperactif, ben vous comprenez qu'il y a une chimie à ce moment-là qui dit, ah, ok, c'est intéressant, pourquoi c'est comme ça? Donc, c'est là qu'on commence à tomber dans l'interprétation. Il y aura donc les cartes, il y aura donc une histoire dans les cartes qui vont expliquer aussi chacune d'elles. Donc, l'interprétation du jeu de cartes va pouvoir se faire donc par écoute imaginaire, par ce que vous avez appris, mais aussi par un petit livret qui va permettre à chaque personne de pouvoir regarder ce que les cartes proposent. Mais il y aura toujours évidemment l'aspect intuitif qui sera évidemment bien mis en évidence aussi, puisque je ne voudrais pas faire un jeu de cartes où les gens lisent juste un livre puis lisent ce qui est écrit pour l'interpréter, ça c'est un peu dommage. Et il y aura un autre projet qui, lui, va être assez fascinant aussi, c'est sur des biorhythmes. Et lui, c'est basé sur l'astrologie. Et ça va être vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir, à partir de votre date de naissance, à partir de cycles qui sont définis dans l'ouvrage, des cycles biologiques, de biorhythmes, on va pouvoir finalement faire comme des cartes du ciel, mais ces cartes, des cartes psycho-énergétiques des chakras, dans lesquelles vous allez pouvoir déterminer, par exemple, un événement X, Y, Z. Je ne sais pas moi, vous avez un rendez-vous la semaine prochaine avec telle journée, telle heure, bien, vous allez pouvoir regarder à telle journée, telle heure, c'est quoi l'interaction énergétique qui existe au niveau de vos chakras par rapport à votre thème de naissance au niveau de la notion des chakras. Donc, ça ne sera pas associé à l'astrologie, mais il y aura quelque chose qui s'apparentera à l'astrologie, puis ça sera un peu comme un thème psycho-énergétique associé donc aux chakras, et il y aura donc une vision similaire à ce qu'on retrouve dans l'astrologie à travers ça. Alors, ça va être quelque chose assez plaisant, ça va être assez agréable aussi comme travail. Donc, le jeu de cartes va être vraiment un support plus intuitif. Les biorhythmes, ça va être plus un support un peu plus technique parce qu'il y aura donc des notions de mathématiques très, très simples. Hein. Oui, c'est simplement de l'astronumérologie. Ça sera très, très simple. Mais ça sera un petit peu plus technique parce qu'il y aura comme un genre de procédure à faire, mais ça va être quelque chose d'assez fascinant. Et c'est des projets qui ont pris forme il y a 20 ans, 25 ans à peu près, quand j'étais dans ma formation avec le guérisseur Ron Young, que j'ai eu une vision de ça. Et j'avais même développé un jeu de cartes très rapidement. J'étais même prêt à le produire. Puis j'ai finalement décidé de ne pas le produire parce que je trouvais que j'étais pas prêt il n'était pas prêt en fait. Le projet n'était pas prêt. Et ça m'a pris énormément de temps pour me sentir prêt. Alors j'ai eu une vision plus tard, j'ai peut-être 5 ou 6 ans, du jeu de cartes. Et très vite, ça a pris forme et le projet est en cours depuis ce temps-là. Ça a pris un certain temps parce que je ne voulais pas le faire à la sauvette, je voulais prendre le temps de bien le faire. Donc voilà. Alors, puis il y a un troisième projet qui va être des grilles, tout simplement. Alors, ces grilles-là, c'est une procédure pour vous amener à faire un travail
de logique au niveau de vos chakras pour approfondir, pour être capable de cibler davantage le travail que vous effectuez sur un chakra, les organes, les émotions, etc. Donc, c'est un projet qui va être quand même assez intéressant aussi, celui-là. Donc, vous allez voir que c'est donc 3 produits qui vont finalement se compléter les uns avec les autres. Alors, vous en avez un petit peu plus d'idées de ce sera quoi le projet. Puis, évidemment, il y a un livre qui va être sur la typologie également. C'est ça qui, ça sera peut-être pas tout de suite, ça, mais un livre qui va être sur la typologie des 49 États qui va venir avec ça. Puis il y aura donc sans doute d'autres éléments qui vont s'ajouter à ça, des produits qui vont alors, c'est un produit vraiment plus commercial, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire plus accessible, disons, où les gens peuvent vraiment ont des supports, ont des objets, ont des choses avec lesquelles ils peuvent interagir. C'est un peu l'idée du projet que j'avais en tête. Et je suis particulièrement content, quelque part, de l'avoir fait. Et j'espère, bien évidemment, que vous allez l'apprécier quand je pourrai le sortir. J'espère, donc, en septembre, sortir les premières étapes de ce projet-là. Donc, voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur ce projet. Alors, je vous souhaite donc une très belle fin de soirée. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Vous allez avoir des nouvelles donc, du module suivant dans le début mai. Et vous aurez actuellement l'invitation aussi pour le webinaire et puis pour la consultation de la même façon quelques temps plus tard. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, dans le multinational, ben oui, pourquoi pas, Valérie, faut chercher à évoluer, progresser. Hein. Alors oui, on va essayer de lancer quelque chose un petit peu plus élaboré de cette façon-là. Mais comme je suis pas tellement je suis pas tellement cet esprit-là, mais évidemment, ça prend un peu plus de temps que j'avais prévu. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ben oui, moi aussi j'ai passé un beau moment, Valérie, donc à très bientôt. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et on se dit, lâchons pas la patate. C'est une expression québécoise pour dire, ben continuons à porter le flambeau de l'intuition et des soins pour être de plus en plus en harmonie avec chacun d'entre nous. À très bientôt. Au revoir.